Alors, on continue avec la deuxième partie de la vidéo. Si vous arrivez sans avoir vu la première partie, référez-vous à la playlist. J'ai publié une vidéo en deux parties en mettant les deux parties simultanément sur YouTube. Donc ne regardez pas ceci avant d'avoir vu la première partie. Et si c'est la première fois de votre vie que vous venez sur la chaîne, ne regardez pas cette vidéo surtout. Regardez dans la playlist. Et dans la playlist en français, vous pourrez voir toutes les vidéos dans l'ordre. Il faut les suivre dans l'ordre, c'est mieux chronologiquement. Voilà, on continue, toujours le disclaimer de YouTube, et on va s'attaquer au document numéro 3. Le document numéro 3, encore une fois, c'est quelque chose qui a été montré dans un séminaire alors excusez-moi, en haut c'est marqué document numéro 2, je les ai inversés quand j'ai construit les slides, c'est bien le numéro 3. Donc le numéro 3 c'est quoi? C'est une énorme carte, avec un zoom sur cette partie-là, qui est justement la tour de Newport, c'est la zone de Newport en Amérique. Newport, c'est dans l'état du Rhode Island, je crois, ou Connecticut, non, Rhode Island, de mémoire. Et il y a quelque chose qui s'appelle l'observatoire, qui est en fait la tour de Newport. Et ça, c'est ce qu'a appelé le refuge. Verrazzano appelait cet endroit le refuge, parce que c'est composé de plein d'îles et plein de baies. Alors, on voit quoi sur cette carte? On voit sur la partie de droite ici, on voit la Nouvelle-Écosse. Ça, c'est la Nouvelle-Écosse. Et pour ceux qui travaillent sur cette histoire d'Oak Island et des documents de Donneau et autres, ça fait penser à quelque chose qu'on a déjà vu ailleurs. On y reviendra. J'ai là le détail de la baie de Newport. Et puis j'ai ici quelque chose qui s'appelait le trésor dans l'épisode d'avant. On va rezoomer, on va le voir. C'est là que c'était écrit le trésor, à cet endroit-là. J'ai ici la description, on le voit mal, hein, mais vous allez voir, on va le voir un peu mieux. Je vous montre juste en gros ce qu'il y a dans cette image. La description de, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Une usine à gaz, un truc à Shadok. Il y a des tuyaux qui tournent sur eux-mêmes, ça arrive sur un disque, il y a d'autres tuyaux. Et puis on y voit très très mal. Bon. Ici, on a ce qui ressemble être une carte topographique. On dirait que c'est un endroit, il y a un cadran de nord, sud, est, ouest. Il y a un carré avec un rond, c'est quoi? C'est une trappe, c'est je sais pas. Il semble y avoir ici une structure ou des bâtiments. Et on ne sait pas trop ce que c'est. Ici, il y a un bout de texte en haut à droite, un peu comme le texte de 7 dessins pour Monsieur François Rochefoucauld, un petit verre d'après Noustria dans notre carte. Et puis il y a d'autres choses qui sont cachées. Ils sont cachés parce que Scott, Walter, a mis un zoom là-dessus et on ne voit pas ce qu'il y a derrière ça. C'est bien dommage. On ne voit pas ce qu'il y a derrière ça. Mais par contre, ce qu'on sait, parce qu'on le devine, c'est bien la côte des États-Unis, du nord-ouest. Alors, grâce à quelqu'un qui s'appelle Jean-Michel M, qui se reconnaîtra, qui m'a aidé en me disant qu'il savait très bien utiliser PaintShop Pro, on a pu un peu changer l'exposition, les couleurs, on y voit un peu mieux avec cette version-là. On devine des mots dans le texte comme civilisa, c'est en latin, comme dimini, comme version, verson. On a des mots qui sortent, on essaie de donner du sens, mais on n'a pas encore conclu sur cette phrase. On voit un petit peu mieux le système qui est décrit ici. C'est pas le système qu'on nous décrit sous Oak Island, c'est autre chose. Mais c'est aussi un système, on dirait, avec de la tuyauterie, avec quelque chose qui permet d'évacuer de l'eau, avec une deuxième tuyauterie, quelque chose qui a des étages. Est-ce que c'est Oak Island? Est-ce que je ne crois pas, parce que je pense que ça réfère à cette histoire de trésor et d'autres endroits et d'autres places. Mais c'est intéressant que Scott, Walter et Dunrow aient cette carte. S'ils pouvaient nous partager tout ça, on pourrait peut-être les faire avancer un petit peu. Alors, Michael avait fait une vidéo sur sa chaîne qui s'appelle The Templar Journey West to Oak Island and Beyond. C'est le voyage à l'ouest des Templiers vers Oak Island et plus loin. Et d'après Scrolls of Anteora, d'après les cartes qu'on a dans ce livre, voilà le chemin qu'ils ont fait, hein. Ils sont passés par ici, ils ont fait le tour de la baie, descendu. Là, on a la baie de Mahone. Ils ont pris le bateau, ils sont arrivés ici. C'est Newport, c'est ici, d'accord. Là, c'est Long Island. Pardon, c'est pas Long Island, c'est je ne sais plus, mais New York est ici, puisqu'on a la baie de Hudson. C'est à Bannerman Castle que l'histoire de Scroll of Anteora commence quand Bill Jackson raconte qu'il trouve un artefact après une plongée, enfin, etc., etc. Ça serait le chemin qui est décrit dans One Year to Remember. Et qui correspond à certains éléments qu'on a tout en bas ici de la carte. Donc ce serait cette carte-là. Vous notez, pas de signature apparente. Elle est peut-être en haut à gauche. Bon, il n'y a pas le droit.
Alors dans Scrolls of Anteora et entre autres, et principalement d'ailleurs, oui, il n'y a que là, et dans ce que Scott Walter nous montre pendant ses séminaires, voilà les cartes qu'on trouve, des cartes. Celle-là, la grande carte blanche là, on l'a jamais vue. Elle est jamais apparue dans aucun des livres de Scott Walter et Don Rowe. Première fois que je la vois moi-même. Il y a une semaine, je ne savais pas qu'elle existait. Mais en fait, quand on regarde cette partie ici, d'accord, on voit quoi? On voit la Nouvelle-Écosse dans son entièreté. On voit une espèce de cercle avec deux traits horizontaux. On voit des lignes qui se croisent. Ben, en fait, quand on regarde ici, c'est celle-ci. C'est la même carte, sauf que eh ben, on n'a pas la Nouvelle-Écosse en un seul bloc, on l'a en deux blocs. Le bloc sud, le bloc nord. Et on nous donne une étoile, et l'étoile, il faut la relier ici, continuera. Et en fait, ça, si je reprends cette partie-là et que je la mets ici, je retrouve la carte de tout à l'heure. La carte de tout à l'heure qui a bien cette indication qui est une indication de latitude, et qui a bien cette différence ce quadrillage qui permet de définir des points sur la carte. Je vous la remontre. Elle est là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une master carte, une carte maîtresse, une grande carte, et que derrière on a des détails de ces endroits-là, avec des indications supplémentaires, d'autres indications. Et ici par exemple je vois qu'on nous met quelque chose dans un encadré, que je ne retrouve pas, il n'y a pas d'encadré en bas. Donc c'est des versions complémentaires, qui n'ont peut-être pas été faites la même année. Rappelez-vous, il y avait 3 cartographes. Est-ce qu'ils prenaient les écrits, les cartes? Il doit y avoir des dizaines, voire des centaines de cartes, j'imagine, de ce voyage. De celles de Verrazzano, de celles de toutes celles qui combinent, donc qui rajoutent des éléments peut-être. Alors, sur les cartes, il y a toujours cette convention de cercle, de points qui intersectent. On a les longitudes et latitudes qui sont données par ces chiffres romains. D'accord? Et ici, on a les longitudes. Et puis on a les chiffres 2, 3, 4, 5, 6. C'est ce que je disais dans la vidéo numéro 1. Ça correspond à ce qui s'est passé voilà, dans ce document. 4, 5, alors 4, 5, 6 on était. Altomara a pris des mesures du ciel au point 4. Atterrissage des Micmacs sur le point 5. Allons voir qu'est-ce que ça donne là-dessus. Sur le point 5, atterrissage des Micmacs. Donc ils ont rencontré des Micmacs ici. Le point 4, Altemora a pris des mesures ici. C'est ça que décrit ce document. Ici, on a 21, 22, 23, ça parle de l'observatoire, la Newport Tower. Ici, on a 9. Bref, on peut reconstituer tout le voyage par ces cartes détaillées et le texte associé. D'autres choses qu'on nous montre, c'est ici dans Scrolls of Anteora, je vois que la carte, ce qu'ils appellent la carte 3 et la carte 4 font partie du même recueil. D'accord? C'est pas nécessairement les mêmes lignes. Cette longitude, c'est là XL, je ne vais pas le traduire en romain, mais je vois que c'est pas la même que celle-là. Donc c'est un effet d'optique que les lignes c'est deux endroits différents. Par contre, ce qu'on voit, c'est que la photo normale, le papier est bien blanc et jauni. Le fait de l'avoir rosifié, hein, celle-ci, ce n'est jamais que celle-là. Je pense que c'est un effet. Je ne sais pas pourquoi ils ont modifié les cartes, pourquoi elles sont devenues rosâtres. Parce qu'on voit bien les photos initiales à gauche. Je note aussi que les numéros de page ne se suivent pas. Les numéros de page sont ici. 29. Le numéro de page ici, c'est 42. Si mon latin n'est pas trop rouillé. D'accord? Donc les numéros de page ne se suivent pas nécessairement, les numéros de carte. Donc c'est ce que je vous expliquais. Hein. On voit bien ici que la Nouvelle-Écosse est entière et en un morceau. On voit ici qu'elle est séparée en deux morceaux à gauche. Donc la carte de droite, je pense que c'est une carte d'ensemble. Et les cartes suivantes sont des détails de cette carte d'ensemble. Alors, comme je le disais, en haut, on a des numéros de page. 31, XXX1, 37, 29. Il y en a une flopée de cartes. Hein. Et plus intéressant, en dessous, on a la signature. Une signature, un sigle. Vous vous rappelez? CLY. Cliffus Licinus Isarbo. Et une date. 1179. Waouh, 1179, c'est aussi la date de la mort. Pardon, on ne sait pas en quelle année il est mort, mais on sait qu'il est mort entre 1176
et 1180, puisqu'ils sont rentrés en 1180. Voilà les trois signatures. Quand il dit nous sommes trois dans notre gamme, trois cartographes. Donc celle-ci, c'est celle-là. Or, on a pu penser, j'aurais pu lui dire initialement, je dis, ok, il y a trois cartographeurs, donc le dernier c'est lui, donc c'est lui en 1965 ou 1908, c'est le dernier qui nous parle. Or là, on nous dit que c'est 1179. Mais le document, il date pas de 1179. Ça, là, cette chose-là, ça n'a pas 1000 ans, ça. Le papier est beaucoup trop, trop de bonne qualité, l'encre est parfaite, ça n'a pas vieilli. Je ne pense pas que ce document ait 1000 ans. Ce que je pense par contre, c'est que dans la gamme des Cliffus Licinus, ce Cliffus Licinus a reproduit la carte de 1179. Mais c'est pas celui-là, celui de 1179, je n'y crois pas. C'est ce que je mets avec un point d'interrogation. Il y a bien un Cliffus Licinus qui a navigué avec le Gotlander, qui est retourné, mais qui n'est pas revenu, il est mort là-bas. Donc est-ce que c'est en 1179, 78, 76, je reviendrai pourquoi en 1179, que cette carte a été écrite? 1179, il est là. Ça match. Est-ce que c'est ce Cliffus Licinus là qui est mort, ou est-ce que c'est un autre sigle? Ça, on ne sait pas. Peut-être. Continuons. On se rappelle de ça? Ça vient de la vidéo d'avant. Le message numéro 1 de Udea sur ma vidéo qui parlait des documents qui étaient révélés dans ce livre que venait de sortir Don Roux et, et mon ami Scott Walter. Là, c'est la première. C'est pas l'expédition de One Year to Remember qui partait chercher le temple d'Altomera vers New York dans la baie, au fond de la rivière Hudson. Ça, c'est le voyage qui est allé cacher la relique, un an après la dissolution de l'ordre du Temple. Non, avant, c'est en 1304, pardon. 3 ans avant. Le premier rapport de cette histoire a été écrit en 1308 et elle a été révisée 3 fois jusqu'à la présente de 1908. Donc il y a quelqu'un qui écrit ça en 1908, la présente. Et c'est un Cliffus Licinus, bien sûr, qui l'écrit. Et il écrit qu'en 1304 est parti 3 bateaux, dont le Vaillant, avec à son bord 68 hommes d'équipage. Il embarquait le cartographe, alors là c'est clair et net, hein, c'est son état, son métier. Sotomon, ou Solomon, je ne sais pas, Isarbo, fils de Licinus. Donc là on en a deux. On a le Sotomon Isarbo, donc ça doit être un Cliffus Licinus quelconque, avec un numéro. Et fils de Licinus, on trouve dans le livre de Scott Walter qu'il était fils de Cliffus Licinus, 17e du nom. 17e du nom, 25 ans par génération à l'époque. J'ai la calculatrice. 17e du nom, 25 ans. Ça court sur 425 ans. 425 ans. Et là, on est en 1304. 1304 moins 425 ans. On parle de 879. Il y avait déjà des Cliffus Licinus autour de l'an 850, 900, 1000. C'est étonnant, hein? Alors que l'ordre du Temple n'était même pas encore créé. Ou alors il a été créé au tout début en même temps que l'ordre du Temple. Et l'espérance de vie de 25 ans ou la génération de 25 ans, c'est pas bon. Ça tournait plus vite. Mais elle est où? Elle est là. Donc je vous ai parlé des 3 dates. Je vous ai parlé de Cliffus Licinus. Donc c'est pas celui d'il y a 200 ans, hein, il est mort et enterré. Et ici, comme je vous l'avais montré il y a 2 vidéos précédentes, celle sur le Sphinx de Talmont, il y a ce document qui est apparu, en fait c'est bon, je l'ai retrouvé, il est dans Scrolls of Anteora. Il sort pas de nulle part ce document, il est dedans. Et qui a l'original? Qui est capable de produire une version zoomée ou de qualité de ça? Il n'y a qu'une personne, c'est Scott Walter. Et on verra dans un des documents que dans une de ses vidéos et séminaires, il fait l'erreur de le montrer avec une excellente qualité. Donc on a un Cliffus Licinus en 1179 qui tendrait à utiliser cette signature-là. On a un Cliffus Licinus en 1908 qui aurait écrit ce texte du livre de la guerre de Seigneur. On a le Cliffus Licinus de 1304
père ou fils, ou grand-père, celui qui est parti dans l'expédition pour aller cacher ce qu'il y avait à cacher. Petit souci ou pas petit souci, j'arrive pas encore à trouver l'explication claire, limpide et réfutable, mais dans le document qui donne la liste des arrêts lors du premier voyage, dont les cartes ont été faites par Cliffus Licinius, ce sigle-là, sur la carte rose qu'on a vue, hein, je reviens à la carte rose. La carte rose, c'est là, c'est le Cliffus Licinius qui est là. Par contre, dans la liste des arrêts et de la description, le problème, c'est que la signature, c'est celle-ci. Donc la signature d'un coup, c'est celle-là. Donc j'ai un Cliffus Licinius qui fait une carte, qu'il date lui-même de 1179, et j'ai un autre Cliffus Licinius qui va lui aller décrire l'histoire. Tiens, ça vaut le coup de voir s'il décrit l'histoire jusqu'au retour. Au retour, parce que comme il est mort en expédition, s'il nous parle d'un retour, on a un vrai problème. Alors, elle est où? Elle est dans l'autre vidéo. Elle est là. La place d'un étranger, non, on n'a pas la fin. Parce que si la fin, si c'est lui qui écrit ça et qu'il est mort là-bas, il ne peut pas nous écrire la fin, il ne peut pas nous écrire le retour. On est d'accord. Donc, ça veut dire que soit on a deux Cliffus Licinius qui sont partis dans l'expédition, un cartographeur et un scribe, rédacteur. Soit ça veut dire que le Cliffus Licinius du premier voyage, c'est celui-ci, et que les cartes ont été mises à jour par un Cliffus Licinius, c'est celui-là moderne, qui continue à garder la date à laquelle la carte avait été initialement tracée, bien qu'il les reproduit en ajoutant des cartes de Zino, de Verrazzano. Lui, il compilait les cartes, le dernier. C'est peut-être ça l'explication. Je ne peux pas en dire plus, je découvre en même temps que vous, j'ai que ça sous la main. Un autre Cliffus Licinius? Allons-y. Dans cette page-là du livre dont je parlais dans la dernière vidéo, on trouve ce morceau de texte-là, que j'ai reproduit en gros. Est-ce que je le traduis pour vous? Non, il faut que je le fasse en temps réel. Le message, donc ça parle encore d'un autre document qu'on n'a pas étudié, qui pour moi ne parle pas d'Oak Island, donc pour l'instant je le laisse de côté. Le message était daté de 1965, le plus récent de tous les messages encryptés de Cremona Document. 1965, c'est récent, hein? Et c'est là que le dernier message a été mis. Et il est signé Talaco II. Nous suspectons que c'est le fils ou le petit-fils de Cliffus Licinius Isarbo qui a signé son nom à la fin du document Sacandaga Lake comme CLY et Talaco. Donc on a Talaco qui, sur un autre document 65, Talaco 2, parce que celui-là il date de 1908, le document dont il parle. Donc est-ce que c'est son père ou son grand-père? Ça a du sens, 1965-1908, une ou deux générations. Et il signe Talaco 2, la descendance. Et il le signe CLY, encore un Cliffus Licinius. Donc il y a une histoire de descendance, il semble. Alors j'ai sur la chaîne américaine, j'ai quelqu'un qui est peut-être natif américain-indien, qui m'explique que Talaco, c'est Choctaw en américain natif, et c'est un nom qui est utilisé pour un garçon associé avec l'aigle. D'ailleurs, je crois que eux ils parlent de l'œil de l'aigle ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, c'est un nom américain-indien, peut-être Micmac, Talaco. On va voir quand ils sont allés, on va voir dans la prochaine vidéo, que quand ils sont allés sur place, il y en a qui ne sont pas revenus, qui ont fondé des familles, et il y en a qui ont infanté, qui sont revenus, mais qui ont laissé des descendances. Ouais, il est là le message. C'est le fameux message qui explique comment le trésor a été, si c'est tout ça c'est vrai, a été enlevé de l'île en 1769. Et c'est signé Talaco II, donc le fils ou petit-fils de CLY de 1908, et il a écrit ça en 1965, excusez-moi. Scott Walter, dans le livre de la guerre des dieux, qu'on va voir dans un instant, qui est le dernier document, le dernier, il y en reste entre temps. Voilà ce qu'il dit, c'est un peu la transcription en anglais, et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est la fin. Et c'est ce qu'on ne voit pas sur le document, il ne nous le montre pas, cette phrase. Connu par le signe de mes ancêtres, tout ce que j'écris est vrai. Talaco,
Voilà, l'aigle gris, CLY. C'est là qu'on voit la relation entre Talaco et CLY. Et ça serait en 1908. La copie à la main du War of the Lords, du livre de la guerre du Seigneur. Des guerres du Seigneur. Ah oui, c'est extraordinaire d'ailleurs ce livre. Euh, S'il t'explique en gros qu'on va le voir ensemble, mais l'histoire elle est incroyable. Le document suivant, s'il nous montre vite fait, puis il a fait vite disparaître une carte. Voilà, c'est une carte, hein. On voit le nord, sud, est, ouest, probablement la croix. On voit la forme de ce qui pourrait être une île ou. Il dit lui-même hein, dans sa vidéo que c'est une carte. On voit un semblant de date qui apparaît. C'est 330, mais il doit y avoir un chiffre devant. Je ne sais pas, c'est peut-être une distance d'ailleurs. C'est écrit en théban, je pense, en thébien, cette écriture codée. Et c'est tout ce qu'on a. Par contre, gros malin, il a laissé derrière, la liste qui va d'étape en étape sur les cartes et qui décrit les points d'arrêt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on voit l'histoire de l'observatoire qui nous avait caché, mais que finalement on voit. Bref, tout ça n'a pas de sens. Puisque finalement, là, la partie cachée, c'était à propos de l'observatoire. Hein, c'est là, il fallait juste se rendre compte. Je me suis rendu compte aujourd'hui, après avoir travaillé une semaine sur préparer cette vidéo, qu'en fait c'était ça qu'il y avait derrière. Donc c'est probablement lié aussi, c'est une carte en détail, mais pourquoi elle est de cette couleur? Peut-être qu'il faut la chauffer. Il y a eu pas mal de cartes qu'ils ont eues, il fallait qu'ils chauffent, c'était de l'encre sympathique, et il fallait la chauffer, limite la brûler, la noircir, pour qu'on commence à voir des choses apparaître. Ouais, c'était codé tout ça. Hein. Tiens, bah là voilà la partie qui était cachée, je l'avais remise là. Le dernier document, c'est celui-ci. Donc c'est Cliffus Licinius Isarbon 1908 qui recopie une partie du livre qui s'appelle le livre des guerres du Seigneur. Et ce qui est très intéressant, parce que là vraiment on a une version, alors je l'ai encore zoomé pour qu'on y voit un peu mieux. L'idée c'est quoi? Alors je vais le faire comme ça, je vais sortir de là. L'idée c'est quoi? L'idée c'est de regarder les lettres de la carte, certaines lettres, et de les comparer avec ce qu'il y a dans le texte, sachant qu'il y a beaucoup de lettres dans le texte, donc on a pas mal de bases pour travailler. Les lettres caractéristiques, le I, vraiment, le I. Alors à chaque fois que vous voyez un I, posez-vous la question. Le I majuscule, tiens, je viens d'en choper un là. Où est-ce qu'on a un I majuscule? Dans Indien, il est là. Il est là en bas. Et pour moi, c'est très similaire. Les S barrés, Monsieur Barcé S. De la même façon que les S sont barrés, ici, les grands. Alors celui-là, c'est peut-être pas la meilleure, mais voilà, les S barrés. Les S est barré. Le T, très particulier le T, la façon dont ils sont mis. Les T majuscules, les T minuscules, j'essaie de vous en trouver un représentatif. En fait, le mieux, je crois que c'est de me taire et de vous laisser faire votre idée. Tenez, L, le L de l'essu d'Indien. Le atterrissage, c'est cette même façon de faire un L. Regardez pour vous-même, moi je suis convaincu. Je suis convaincu que la personne qui a écrit le document de gauche, c'est la personne qui a écrit le document de droite. Je passe, je vous laisse réfléchir, je vous laisse regarder. Pour moi, c'est évident. Je peux, si vous voulez, si ça vous aide, je peux un peu dézoomer, parce que c'est peut-être un peu flou. Si vous voulez, je la réduis. Peut-être que vous voyez mieux les lettres, mais pour moi, c'est flagrant, quoi. C'est la même écriture. 1908. Alors, ça fait un sacré paquet de dates et un sacré paquet de personnes et un sacré paquet de Cliffus Licinius Isarbo dans cette histoire. Pour essayer de mettre tout ça au clair, je vous propose une chronologie. On va essayer de réfléchir de tout ce qui s'est passé sur cette île qui sont révélés par ce qu'on a découvert dans les 2 dernières vidéos, par notre ami Scott Walter et Donroe. Qu'est-ce qu'il nous raconte comme histoire? Il nous raconte l'histoire qu'en 1158, un certain CLY, Cliffus Licinius, a navigué avec des gens du Danemark et est allé probablement au Labrador ou en Nouvelle-Écosse. Labrador qui est colonisé, pas colonisé, mais qui est occupé par un petit village de vikings depuis l'an 1000, Éric le Rouge. Ça me revient. Donc il est connu par les gens du Danemark. Quelques années plus tard, Cliffus Licinius retourne avec les Templiers sur un voyage qui dure 6 ans, d'après Scrolls of Anteora, à la recherche d'un temple. Cliffus décède en Nouvelle-Écosse, ou au Connecticut, je ne sais pas exactement où, et revient pas du voyage. Ça voudrait dire qu'il a rédigé les cartes, puisque les cartes sont datées 1179.
S'il n'est pas revenu en Europe pour rédiger ses cartes, c'est que les cartes ont été rédigées pendant le voyage, ce qui a un sens. Imaginez, vous partez 6 mois en voyage dans un nouveau monde et vous revenez en Europe, 6 mois après, vous dites bon, alors je vais commencer à tracer la première carte. Vous vous rappelez de rien. Les cartes sont tracées au fur et à mesure, ça a un sens. Et puis ça a un sens en termes de journal de bord de dire à tel endroit il nous est arrivé ci, puis à tel endroit il nous est arrivé ça, puis ça a dû être rédigé sur place. Donc pour l'instant, ça c'est cohérent. 120 ans plus tard, l'ordre du Temple qui voit son déclin arriver par la perte de Saint-Jean d'Acre et par les manigances de Philippe le Bel, décide d'aller planquer sa relique la plus précieuse, d'après tout ce qu'on nous raconte, encore une fois, sur Oak Island, et de construire la mécanique. Mais pas que. D'autres trésors probablement dans toute cette zone de l'Amérique du Nord-Est. Et ils embarquent Sotomon Isarbo, fils de Cliffus. Donc il y a une transmission, à mon avis, des Cliffus. Et j'ai l'impression que c'est familial. Père en fils, père en fils, père en fils. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de fils? Ça saute, ça, je ne sais pas. Mais 2-3 indices qu'on a que c'est une lignée de Cliffus Licinus. Lié à Fiamenta Capelli. Alors, lié à Fiamenta Capelli c'est la mère de Verrazzano. C'est sa maman. Si Cliffus Licinus y est lié, est-ce que ça veut dire qu'ils sont mariés? C'est ce qu'il y a dans le document, le mot lié. S'ils sont mariés, on sait qui c'est du coup Cliffus Licinus. Bah, c'est le père de Verrazzano. J'ai mangé son nom, mais je l'avais tout à l'heure, j'ai cherché. Donc on le connaît, c'est très connu comme personne. Je doute que ça soit ça. Je pense que c'est plus lié en termes de connexion. Travailler avec De Léon. Ah, j'ai fait une erreur, pardon. Excusez-moi, De Léon, il n'est pas pilote de la Santa Maria, c'est Nino, c'est Alvaros. Donc j'ai une erreur dans la slide. Vous me pardonnerez, je vais l'enlever tout de suite. Je vais l'enlever parce que ça me dérange de laisser traîner ça. Surtout quand je vais réutiliser la vidéo pour mes amis américains. Ensuite, Verrazzano. Il a travaillé avec Verrazzano en mars 24, sachant que Verrazzano en mars 24, le 7 mars, il était devant les côtes américaines, devant New York. Donc il est très probable que Cliffus Licinus ait embarqué avec Verrazzano. Ça serait bien d'avoir la liste des noms des personnes à bord. Je pense que ça doit pouvoir se retrouver ça. Et par recoupement, on va finir par savoir qui c'est le Cliffus Licinus. Qui c'est cette famille. On nous dit qu'en 1643, tentative infructueuse de récupération du trésor. Il faut que je croie ça avec qu'est-ce qui s'est passé en 43, en 1643 sur cette île ou dans la région qui a été documentée. Il y a eu quelque chose, apparemment. Est-ce que ça a laissé des traces, cette récupération infructueuse? En 1769, toujours d'après ces documents-là et cette source, McLaren recouvre le trésor de Oak Island. Michael est en train d'investiguer sur ce qui a marqué supprimé même sur la carte. C'est un dépôt en 1308, supprimé même 1769. Il faut savoir que supprimer en 1700, ça ne veut pas dire uniquement ôter ou enlever. Ça peut aussi vouloir dire dissimuler aux yeux d'eux. Et c'est une piste sur laquelle Michael travaille. Michael n'arrive pas à se persuader qu'il n'y a plus de trésor en dessous. Il veut absolument qu'il y ait un trésor et il est très malheureux. Moi, je suis plus sur l'histoire, mais je sais que ça le chagrine. Alors, il essaie de voir si. D'ailleurs, il n'y a même pas marqué supprimer, il y a marqué supprimer. Il manque le R. Bon, on travaille là-dessus. On continue. 1795. La marine anglaise a eu en sa possession certaines parties de ce document. Comment? C'est une bonne question. Il y a donc une connexion avec l'Angleterre. Moi, je pense que McLaren, c'est un Écossais d'après son nom. Pourtant, la marine anglaise a possession de certaines parties. Maintenant, il n'y a plus rien sous l'île d'après cette histoire. McLaren, il a tout enlevé. Donc est-ce que McLaren, il n'aurait pas... Je sais pas. Allez, je dis des idées en l'air. Une fois qu'il n'y avait plus rien, il a vendu les documents. Ah, j'ai un truc extraordinaire, une île au trésor, tout est documenté, regardez, il y a ça, il y a ça, il y a ça, faut y aller, c'est en Nouvelle-Écosse. Il l'aurait vendu à des gens, qui l'auraient filé à la marine anglaise. Et pourquoi pas à McInnes, Smith et Vaughan, qui trouvent l'entrée du puits, maintenant qu'ils ont les documents, maintenant qu'ils ont la formule. C'est très intéressant ça, je suis en train de concevoir en même temps que je l'explique. D'après ces documents, McLaren en 1769 utilise la formule, c'est écrit, qu'il utilise la formule pour retrouver la hampe, le mécanisme, et puis l'arbre et tout ça. Et la façon de descendre dans le puits et de creuser à 45 degrés, à 40 pieds seulement au lieu de s'enfoncer. Or, on sait que dans la famille McInnes, la formule y est depuis des générations et des générations. C'est John McInnes qui nous dit ça. Est-ce que les McInnes, les Smith, les Vaughan n'auraient pas acheté, ou on leur aurait donné, ou c'est la piste McLaren, ils se retrouvent avec ces documents eux aussi? Comment expliquer que McInnes a ce document, la formule? McLaren l'avait. C'est quoi la connexion McLaren-McInnes? C'est des Écossais? C'est des clans?
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à voir là-dedans? Sachant que, alors pour ceux qui y croient encore, je vais débunker ça tout de suite. Euh, L'histoire qu'on nous raconte dans le Reader Digest, l'histoire officielle, c'est que c'est trois adolescents qui, sur une partie de chasse, avec une barque qui se retrouve sur l'île et tombent par hasard sur une dépression avec une poulie au-dessus. Et ils avaient 14, 16 et 17 ans. Bon, il a été établi grâce au certificat de naissance et de mort, la tombe, etc. McInnes, il avait quelque chose comme 30 ans, 35 ans quand il a découvert le puits. Smith en était plus jeune, mais Vaughan avait 28 ans. C'était des adultes, c'était des gens établis qui vivaient sur l'île. C'est pas l'histoire qu'on nous raconte. Donc l'histoire de McInnes qui récupère les documents de la même façon que la marine anglaise. Et McInnes voit donc la marine anglaise se rendre au puits numéro 3 et reste pas longtemps. Les témoignages qui disaient que l'île était hantée, qu'il y avait des feux, des bateaux la nuit, pourquoi pas? Donc ça, on quitte 1795, on arrive en 1908, année cruciale pour nous, puisque c'est à cette année-là que Cliffus Licinus écrit à la main une page du livre de la guerre des dieux qui est cité dans la Bible mais qui est un document officiellement perdu et qu'on n'a jamais retrouvé, ce livre. Et il rédige, construit la carte d'Oak Island basée sur des documents qu'il a avec sa lignée A, qui sont retrouvés après en 2006 par Don Roux et Zina Alpern, et elle est dessinée donc dès 1908. En 1965, Talaco II écrit le dernier message connu. Fils, puisque c'est deux, ses petits-fils, il aurait mis trois, je ne sais pas, de Talaco. Donc 1908, Talaco 1, il est encore en vie, et là on parle de 57 ans plus tard. Ça pourrait être son fils, ça dépend des âges et jusqu'où ils ont vécu. Et il donne les messages codés du Sakandaga et le passage du livre de la guerre des dieux et la carte d'Oak Island. Ça c'est le père ou le grand-père qui a écrit la carte d'Oak Island en 1908. En 1971, Bill Jackson obtient tous ces sets de documents auprès de le bibliothécaire de l'église de Crémone, avant que le Vatican ne l'achète. Et ce qui est marrant, ce qui est intéressant, c'est dans cette chronologie, si tout ça est vrai, ça veut dire qu'en 1965, le livre est refermé. Il n'y a plus de Cliffus Licinus. La dernière révision, la dernière chose, c'est 1965. Ça pose une question. Si le trésor a été enlevé en 1769, sud Oak Island, pourquoi est-ce qu'il y a toujours eu une cellule de personnes qui cartographient, qui écrivent, comme cette personne qui nous laisse des documents jusqu'en 1965? Mais très probablement parce qu'Oak Island n'était pas la seule cache. D'après les cartes qu'on a et l'histoire qu'on nous raconte, il y a eu beaucoup de caches dans cette région, beaucoup de caches au trésor, une vingtaine, une trentaine. Est-ce qu'il n'était pas censé être là et jusqu'au dernier trésor recouvré? C'est possible. En tout cas, en 65, c'est les derniers messages. Et en 71, alors comment tous ces documents sont arrivés à Crémone, on nous le raconte dans un document que j'ai pas mis là-dedans parce que j'y crois pas encore. Mais force est de constater que 6 ans plus tard, c'est Bill Jackson qui le rachète, qui l'obtient. C'est très court comme temps, 6 ans. Entre la dernière page, ce qui lui est arrivé à ce document pour qu'il finisse à la bibliothèque de l'église de Crémone en Italie, et que Bill Jackson le sache et le rachète, c'est peut-être pas la vraie histoire, on nous raconte peut-être des carabistouilles. Je sais pas. En 1980, Fred Nolan rend public la découverte de la croix qui porte son nom, la croix de Nolan. Il l'a découvert en 77, mais il n'en a pas parlé avant 81 de mémoire. L'anecdote veut que quand Jim McInnes, qui était en fauteuil roulant parce qu'il était handicapé suite à la guerre du Vietnam, a appris que Nolan avait trouvé la croix de Nolan, il n'avait plus qu'une idée en tête, c'est rapporté par son ami de l'époque dans le livre de la famille McInnes, c'était retourner sur Oak Island. Ça l'obsédait. Ça veut dire qu'il est très probable que Jim McInnes avait des informations lui donnant un chemin sur Oak Island basé sur une croix de Nolan qui n'avait pas encore été découverte. Et il savait qu'il y avait une croix qui allait lui donner des indications. Peut-être parce que c'est la croix qu'il avait autour du cou, la petite croix en or qui, d'après eux, a été retrouvée dans les excavations. Est-ce que c'est McLaren qui leur a donné la croix en or? Parce que lui, il l'avait récupérée. Ah, on ne sait pas tout ça. Bill Jackson décède et nous quitte en 2000, et en 2007, Don Roux publie avec l'aide de Scott Walter les Scrolls of Anteora, et voilà toute l'histoire de ces Scrolls of Anteora et d'où ça commence. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Ah oui, ma conclusion à moi perso, enfin ma conclusion. Voilà comment je vois les choses. Donc la carte d'Oak Island, connue sous le nom de la carte de Zina, est écrite en 1908 par Cliffus Licinus Iserbo, le 58e du nom ou le 72e, on ne sait plus à combien on en est.
Cette carte faisait partie d'un set de documents connus sous le nom de Cremona Document. En fait, c'est ce qui a été ajouté par ces cartographeurs, les trois de la gamme qui cartographiaient. C'est pas un document qui a été créé au début, en 1179, quand ils sont allés sur la première expédition. Non, ça c'est les cartes roses, les cartes qu'on a vues. Cette carte-là spécifique d'Oak Island, elle a été créée par la même personne qui a écrit le Book of War of the Lords, parce qu'on reconnaît l'écriture. Et cette personne, c'est Talaco, CLY, Cliffus Licinus, je ne sais pas son numéro. Donc elle faisait partie d'un set de documents, donc c'est pas exactement vrai, oui et non. Elle faisait partie de ce set-là, mais elle n'est pas originale de 1179. Elle a été rajoutée après, mais elle faisait partie de ce qu'a acheté euh, euh, Bill Jackson à Bienvenuto, bibliothécaire de l'église de Crémone, juste avant sa vente au Vatican en 71. Donc il avait acheté tout ça. Il avait tout le pack. On sait maintenant que dans ce pack, il y a des choses qu'il a gardées et qui sont parties en héritage à Don Roux quand il est mort. Il y a des choses qui se sont partagées dans ce set de documents entre le groupe Spartan. C'était ma vidéo d'avant. Il y a des messages qu'il a codés qui venaient toujours de ce même source de documents qu'il a envoyé à ses amis, dont Yulia, des messages. Et il y a encore un artefact qui est cette carte qu'il n'a pas donnée au groupe Spartan, qu'il n'a pas donnée à ses amis à Yuda, qu'il a lui-même caché à l'intérieur d'un livre, et qu'il a donné ce livre à Don Roux, mais Don Roux a mis 4 ans à comprendre qu'il y avait quelque chose dans ce livre-là. Il a laissé des pistes derrière pour expliquer que c'était ce livre qui était important. Il avait écrit Anati détient la solution maintenant. Et Anati, qui est cet auteur, c'est dans ce livre-là que Don Roux a retrouvé chez Zinal Pearl, la semaine de Noël, cette carte. Donc pour moi, elle était hyper précieuse aux yeux de Bill Jackson. Il n'a pas voulu les filer aux Spartans, il n'a pas voulu les donner à personne, il l'a gardé pour lui, il l'a planqué à l'intérieur d'un livre, et dans d'autres livres, il a mis des références codées pour que quelqu'un s'intéresse à ce livre de Anati qui traite de la Palestine avant les Hébreux. Voilà l'histoire. Il l'a caché lui-même en confectionnant, il n'y a qu'un aide à confectionnant, Olivier, un compartiment secret dans un livre d'Emmanuel Anati, en laissant des pistes dans d'autres livres. Ce que je dis, elle a été retrouvée chez Zina en alors 2007, 2011, c'est faux. Si, parce que Scrolls of Anteora, c'est 2017, c'est ça. Je regarde l'édition que j'ai à côté de moi. Ouais, c'est 2017, donc c'est ça. Scrolls of Anteora, c'est pas 2007, c'est 2017. Et donc ça, été retrouvé en 2011. Voilà, j'ai remis cette photo qui était là. C'est cette carte-là qui m'obsède, évidemment, depuis 4 ans. Et depuis 4 ans, je cherche à savoir qui l'a écrit, comme je vous l'ai dit, hein, je résume. Hein. On avait plein de candidats, il y a plein de candidats, mais là je pense qu'on touche du doigt là. Je pense que c'est la bonne chose. C'est ça l'histoire. Merci beaucoup, merci d'avoir vu les 2 vidéos. Et encore un bonjour au groupe Facebook, et puis à très bientôt à tous. Au revoir.